propose de passer la parole à Samuel Cazenave pour nous parler de l'ISA et puis ensuite Dominique Collado poursuivra sur des exemples de ce que fait la mission laïque avec notamment certaines capsules vidéo. Oui, bonjour et merci de votre invitation. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cette présentation que je vais vous faire, donc je vais aller assez rapidement pour vous présenter cet outil qui est une expérimentation. LISA, c'est un rétro-acronyme, ça veut dire Learning Through Iterative Systems for Socio-Emotional Achievement. Grosso modo, c'est un outil qui serait mis à la disposition, je dis qu'il serait mis à la disposition, parce que c'est un processus, et je vais vous l'expliquer, qui est engagé à la disposition des parties prenantes de l'éducation pour repérer les situations et les besoins des élèves, notamment ceux ayant des besoins éducatifs particuliers. Mais l'objectif est quand même un peu plus large. Il y a effectivement ces enfants-là, et puis il y a l'objectif du climat scolaire en général, du bien-être. Et c'est un outil qui vise un peu cette démarche, je dirais, un peu plus systémique. Donc, on va passer très rapidement à la slide 2. Alors, tout ça, c'est une série d'acronymes, en fait, mais c'est l'occasion de rebondir sur les propos introductifs de Samantha Casbonne, qui se réjouissait et qui a des raisons de se réjouir et d'être fier, en effet, des démarches nationales et des financements nationaux qui sont mis en place pour un certain nombre de projets qui ont vocation à être innovants, et c'est la vocation aussi des fonds qui doivent les soutenir. Donc, ce LISA, c'est une AMI dans le cadre du PIA et avec un projet d'IFS. Tout ça pour dire que c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, et c'est le 4e du nom d'ailleurs, le PIA 4, et au service donc de l'IFS, l'innovation pour la forme scolaire, qui est portée par France Relance et pilotée par le secrétariat général à l'investissement. Donc voilà pour le cadre. Ce cadre-là, ça veut donc dire un investissement de l'État très fort sur des projets qui sont souhaités innovants, qui sont qu'on espère contribuer à la transformation du pays, à la croissance durable. Ce sont les termes du projet, et puis à la création d'emplois aussi. Et dans ce cas particulier, via la transformation de l'enseignement scolaire par des démarches, encore une fois, innovantes, à la fois sur l'aspect pédagogique et sur l'aspect d'organisation et de gestion aussi des établissements. Donc cette AMI, en fait, est dotée d'une enveloppe importante. Je crois que c'est 250 millions d'euros. Sur des projets qui sont financés, qui doivent être d'au moins 2 millions d'euros. Donc, c'est forcément des projets avec des périmètres importants sur une durée de 5 ans et avec des niveaux de financement de 50%. Si je dois résumer en fait ce type de projets tels qu'ils sont attendus, je crois qu'ils ont grosso modo 3 grandes caractéristiques. Ils doivent être collectifs, ils doivent être scientifiques et ils doivent être évaluables. De collectif, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de consortiums en fait portés par un initiateur du projet, mais consortium qui allie des acteurs publics et des acteurs privés. Consortium donc un peu complexe, mais avec cette obligation de lier à la fois peut-être des acteurs qui sont traditionnellement dans ces projets-là, le public, et d'autres qui peuvent y être moins facilement, donc il faut aller les chercher. Et c'est la preuve un peu de la pertinence de ces projets-là pour la puissance publique, donc des acteurs privés. Scientifiques aussi, parce que il est nécessaire de rassembler dans ces projets-là et de le prouver des chercheurs et d'avoir des garanties de sérieux scientifique. Donc, c'est vraiment la condition, une des 2 grandes conditions. La 3e, c'est l'évaluation. Il faut prévoir d'emblée dans ces projets-là des outils d'évaluation précis. Ça fait partie, encore une fois, du choix qui sera fait ensuite sur ces projets-là. La slide 3, on parle de belles rencontres, parce que c'est une référence à cet acronyme de LISA. C'est plutôt une rencontre, je dirais, qui a vocation à être utile, surtout. Je dirais que, d'abord, l'inclusion au sens large dans un réseau comme la MLF
qui compte 80% d'enfants qui ne sont pas français, y compris des enfants en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers, et où les personnels administratifs et pédagogiques ont aussi des parcours ou des statuts très différents. C'est comme une forme d'ADN, au fond, on a l'habitude d'une forme d'hétérogénéité qui induit un projet d'inclusion un peu systématique et collectif, du commun, au fond. Et tout ça a été évoqué, donc je ne vais pas y revenir, puisque ça se traduit par des réalisations, notamment des réalisations partenariales. Ça a été dit tout à l'heure avec l'AEFE, dans le cadre de l'OBEP notamment. C'est ce que disait notre collègue Dominique Collado. Et les collègues de l'AEFE, je n'y reviens pas. Un mot quand même sur les belles réalisations, on les verra tout à l'heure, je pense, sur ce que ça donne concrètement. Et on l'a vu aussi pour le lycée de Jakarta, c'est-à-dire ce lien entre l'individualisation des démarches auprès des enfants et la réussite collective, la transversalité, la démarche collective. Et on le verra aussi tout à l'heure pour le lycée Montaigne, où il y a une démarche très très forte de lien avec les parents qui est déterminante. Dans le cadre aussi du lycée Alphonse Daudet, il y a vraiment une très belle démarche de l'école maternelle qui se veut un peu modélisante depuis 3 ans et qui a vraiment conçu une communauté éducative autour de ce projet-là, de l'inclusion de ces enfants, en pensant les espaces, en pensant les supports pédagogiques, les modules de formation, tout ça autour de supports neurosciences, et avec un travail particulier, même un statut un peu nouveau pour un certain nombre de professeurs. Donc, on voit ce que ça produit là. Et au fond, ce projet LISA est un projet de facilitation, hein, ni plus ni moins. Pas plus que ça d'une certaine façon, mais c'est déjà beaucoup de ce type de projet. Ça s'inscrit, c'est dans la slide dans le cadre de l'ODD 4, que tout le monde connaît, puisque c'est celui sur la bonne éducation, les bons outils de l'éducation. Dans cet ODD, parmi les 17, il y a un certain nombre de cibles, et les cibles 1 et 5 visent précisément ces objectifs-là, qui sont les objectifs d'égalité et d'égal accès à l'éducation, notamment pour les personnes vulnérables. Dans la slide suivante, eh bien, on revient, mais est-il bien nécessaire de le faire maintenant, après tout ce qui a été dit sur l'enjeu de la santé mentale des enfants et ce que ça représente en termes d'enjeux collectifs et de complexité aussi. Au moins ce chiffre des 25% des élèves présentant un trouble relevant de la santé mentale, ça montre juste la hauteur de l'enjeu, qui est celui de nos systèmes éducatifs, qu'ils soient métropolitains ou qui soient à l'étranger. Ces constats statistiques, ils ont été faits. Je vous rappelle au moins du travail qui avait été remis par Claire Guédon, la défenseuse des droits, dans son rapport annuel de 2021, qui pointait vraiment le fait que de ce point de vue-là, il y avait beaucoup à faire, encore beaucoup de carences malgré beaucoup d'efforts. C'est un peu la slide suivante. Dans les efforts qui ont été faits, ils sont effectivement nombreux. Notre collègue de l'AEFE tout à l'heure rappelait cet article L111.1 et notamment l'école promotrice de centrée. Il y a tout une batterie à la fois d'acteurs, de contributeurs et d'outils, y compris d'ailleurs des structures qui ont vocation à contribuer à une pensée collective, comme les conseils d'école, les conseils de vie collégienne et lycéenne, les maisons d'adolescents, les CESCE. Tout ça, c'est des acteurs qui peuvent mettre en phase en fait la communauté aussi des élèves et produire des effets extrêmement positifs. Ces efforts-là, ils ont été évidemment beaucoup développé après la période Covid et notamment une étude qui avait été faite en septembre 2021, dont j'avais été un peu témoin en étant au cabinet du ministre, qui avait vraiment montré le travail qui restait à faire, mais mise aussi à disposition un certain nombre de nouveaux outils, notamment à disposition des assistants d'éducation. Tout ça pour vous dire qu'on s'inscrit dans cette continuité de façon très précise et très logique, et avec une forme de volonté de trouver quelques outils complémentaires à tout ce qui a déjà été fait, soit entre nous, soit dans le cadre national, qu'on est amené évidemment à porter au sein de notre réseau.
Et donc, c'est la slide suivante, c'est la limite de ces dispositifs. Je n'y reviens pas. D'ailleurs, ça a été souvent dit depuis 2014. La Cour des comptes avait fait un rapport là-dessus. Au fond, depuis ce rapport, les tendances n'ont pas réellement changé. Il s'agit de quoi, en fait? Il s'agit de la multiplicité, ça a été dit aussi, et de la complexité des dispositifs qui font obstacle à leur efficacité, parfois. Il s'agit aussi du manque de formation, là aussi ça a été, ou de l'insuffisante formation des enseignants. Et Dominique Collado a dit tout à l'heure à quel point nous, de notre côté, avec l'AEFE, nous avions mis en place un certain nombre de dispositifs. Et puis le manque de collaboration aussi entre les parties. Alors, la promesse LISA, j'y viens maintenant après cette introduction finalement, par rapport à tout ce qui avait été dit. La promesse LISA, c'est quoi? C'est une réponse à 3 problématiques. D'abord, c'est comment assurer un repérage et un accompagnement un peu systématique et structuré, outillé des besoins spécifiques de chaque élève. Donc, ça veut dire un panorama global. Je passe une salle, un professeur a les moyens de s'interroger sur, par rapport à chacun d'entre eux. Ensuite, comment accompagner les enseignants et les autres acteurs de la démarche scolaire dans cette démarche complexe et sensible. Et enfin, comment améliorer l'efficience de l'action publique de l'éducation nationale et de ses partenaires, puisque le projet LISA est un projet à la fois national et international. Il se base, peut-être j'aurai l'occasion de vous le dire, mais il a un double partenariat avec les 3 académies franciliennes et avec le réseau international de la MLF. Alors, je vais vous dire quelques mots plus précis à travers la slide 8 maintenant, après vous avoir dit qu'au fond, ces 3 problématiques-là identifiées par le LISA, elles se traduisent grosso modo par 3 objectifs. C'est mieux repérer, c'est mieux comprendre ces problématiques et c'est évidemment tenter de mieux les accompagner. Pour mieux les repérer, concrètement, LISA, c'est quoi? C'est une plateforme web et mobile qui regroupe un certain nombre de briques du projet et qui permettent, à partir du faisceau d'indices qu'on aura recueillis, de mieux qualifier en fait les profils des élèves. Parce qu'au fond, les enseignants sont évidemment capables le plus souvent de discerner ces profils, mais il faut souvent aller un peu plus loin dans la qualification, dans le partage aussi, pour faciliter le partage avec les parents, avec d'autres acteurs, et dans l'identification du coup d'un certain nombre de correspondances, de partenariats. Donc, il y a une façon de créer une espèce de socle, de constat comme ça, à partir, vous allez voir, d'une multitude d'entrées pour l'analyse. Donc, il ne s'agit quand même pas pour autant d'un outil de diagnostic clinique, on est bien d'accord, c'est une grille de lecture et de compréhension, je dirais. Pas plus que ça, mais c'est un départ et un départ qui nous paraît utile. Il y a donc un prototype qui a déjà été réalisé de LISA dans le cadre d'un petit établissement qui comprend un tout petit établissement scolaire du réseau IFEA à Clichy-la-Garenne, et donc qui a été fait en collaboration avec des partenaires scientifiques. Donc l'instrument de repérage s'appelle le FACET. Alors c'est toujours des acronymes et des anglicismes, parce que l'objet est quand même de déployer cet outil au-delà des frontières françaises. Et cet outil de questionnement a été réalisé avec le comité d'éthique de l'INSERM. Et ces résultats ont été publiés dans un support scientifique connu qui s'appelle Journal of American Academy on Child and Adolescent Psychiatry. Alors, on va passer au slide 9. L'idée de mieux comprendre, alors c'est là où peut-être vous allez aussi mieux comprendre l'utilité de ce questionnaire. Je vais vous citer en fait la dizaine de domaines qui font l'objet de ce questionnaire. Il y a la communication et la fonction sociale, les signes d'une difficulté à communiquer, à participer à des travaux collaboratifs, à constater simplement ou à dénoncer par exemple des brimades, ou même à être victime de brimades, l'attitude par rapport à ces situations-là. C'est le critère du comportement, la maîtrise de soi, de ses pulsions, la conformité aux règles, c'est l'émotion, les signes d'anxiété ou d'attachement aux autres. Tout ça fait l'objet donc de petites questions assez simples qui sont à disposition de l'enseignant. C'est aussi des questions sur la personnalité, la confiance en soi, la créativité, l'intégrité, l'honnêteté, la persévérance. C'est des aspects qui concernent la cognition aussi.
qui vise donc plus particulièrement la concentration, le sens de l'organisation, la mémoire. Et puis, c'est l'apprentissage pour évoquer les mécanismes de compréhension de la lecture ou alors d'opérations mathématiques. C'est la santé par rapport à la nutrition, c'est la fonction somatique, ce sont les routines quotidiennes aussi. Voilà, à peu près les points d'entrée, très, très nombreux au bout du compte, qui permettent après, et vous l'avez vu à travers des petits diagrammes, d'obtenir des repères. Ces repères amènent ensuite vers d'autres chemins, si je puis dire. Donc, ça nous amène à la slide 8, qui est ce qu'on a intitulé « Mieux accompagner ». C'est ça, c'est que la synthèse en fait, de tous les éléments de repérage qu'on vient de survoler a vocation à donner le point de départ et la direction de l'accompagnement. Je précise que ces données, d'ailleurs, issues de ces tableaux ne sont pas transmises évidemment aux prestataires, elles sont anonymisées, mais elles ne sont connues, en revanche, elles sont bien connues des parents et des enseignants, pour que dans cette interaction, il puisse y avoir une vraie discussion. Et elles donnent lieu ensuite dans l'accompagnement à un certain nombre d'outils qui existent déjà, qui sont déjà mis à disposition, qui sont des méthodes, des fiches, des contenus, des cartes mémoire, des recommandations collectives à l'échelle de la classe, des jeux de rôle, beaucoup de choses déjà qui sont en train de se mettre en place. Alors voilà, donc on est sur une démarche qui est un véritable engagement de la MLF, c'est la slide de 9. Au final, l'ensemble de cette démarche s'appuie sur des constats et des analyses scientifiques en lien avec l'hôpital Robert Debré et d'autres instituts très reconnus, je dirais. Le déploiement du projet, il est prévu sur nos 32 établissements en pleine responsabilité, avec une montée en charge sur les 5 ans. Et si cette phase nous paraît concluante, on visera une offre généralisée sur l'ensemble de notre réseau. On est convaincu que l'outil LISA permettra de développer davantage une vision systémique des enseignements et des apprentissages, tout en fournissant aux équipes un outil partagé au service d'une culture commune et d'une action concertée et contextualisée, chose qu'on a abordée aussi tout à l'heure. Donc, je veux conclure cette petite présentation qui ira peut-être ressembler à un plaidoyer, mais je crois qu'effectivement, c'est un outil qui est à la fois tout à fait précis et qui a sa place dans un processus qui est beaucoup plus large, mais qui s'inscrit dans un processus qui est celui de la MLF, qui est celui de l'épanouissement de tout élève comme condition de son émancipation, de sa réussite et d'une meilleure appréhension aussi du monde contemporain. Et voilà un peu, au fond, la démarche qui nous a guidés pour ce travail qui n'est pas, donc, vous l'avez compris, mise en place concrètement, puisqu'il y a une série d'étapes qui d'ailleurs a commencé à se mettre en place, des jurys qui reçoivent les candidats. Il se trouve que Lisa a été bien accueillie jusque-là. La dernière étape sera celle du 23 mars prochain, mais j'aurais tendance à vous dire, je souhaite évidemment que les financements publics viennent sur ce projet, mais je crois que la structure, et je ne trahis pas de secret puisque le directeur général me l'a dit, notre structure est prête au fond à s'engager, même si il devait manquer un financement public sur ce projet. Merci, merci beaucoup Samuel. Et j'ai deux questions justement des auditeurs. La première, c'est on a vu des copies d'écran en anglais, donc est-ce que Oui. ça correspond au logiciel et le cas échéant, est-ce qu'il y aura une version? Ils existent en français, je peux vous les transmettre en français, effectivement. J'ai pris la formule anglaise, pardon, mais j'ai la même chose en français. Et évidemment, pour les enseignants, ça sera en français. C'est juste qu'ils ont la double. J'ai pris le mauvais fichier, j'ai les deux. D'accord, très bien. Et tu parlais que ça avait vocation à être généralisé. Quand on dit généralisé, c'est éventuellement généralisé à tous les établissements du réseau de l'enseignement français au sens très large, Dans le cadre de la MLF, en tout cas, dans le cadre de la MLF, on se donne 5 ans pour un déploiement sur les 32 EPR. Et au-delà, à l'issue de cette période-là, généraliser au moins, peut-être en accord avec nos partenaires, mais au moins sur notre réseau de partenaires à nous,
dans le cadre de la MLF. Après, c'est un outil qui est à disposition. On peut tout à fait, c'est une démarche expérimentale, on peut la partager avec l'UEFE en général et nos partenaires, et puis l'analyser, la déployer peut-être tous ensemble, bien volontiers. Très bien, merci bien.